Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres de cette édition. Faute de pouvoir supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a choisi une autre voie. Par décret, il a limogé Aminata Mbengue et Abdoulaye Daouda Diallo qui dirigeaient jusqu'ici ces institutions. La décision intervient après le rejet du projet de loi visant à supprimer ces entités. Il n'y aura pas de motion de censure ni de dissolution du gouvernement, rassure le Premier ministre Ousmane Sonko en réponse à Abdoumou, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui avait annoncé le dépôt d'une motion à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a également annoncé cet après-midi le début imminent des poursuites pour la reddition des comptes. Et puis, comme tous les mercredis, vous aurez la rubrique découverte. Elle nous mène ce soir à Matam, où les localités Lewe Damga et Lewe Ngena, autrefois unies sous le nom de Lewe Dawadi, font face à des défis similaires malgré leurs séparations administratives. À défaut de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a choisi une autre voie. Le président de la République a procédé à des changements majeurs à la tête de ces deux institutions par décret daté du 4 septembre 2024. Il a mis fin aux fonctions de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du HCCT, et de M. Abdoulaye Daouda Diallo, président du CSE. Ces décisions ont été annoncées ce mercredi par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Et puis, il n'y aura pas de motion de censure ni de dissolution du gouvernement. C'est la garantie donnée par le Premier ministre Ousmane Sonko en réponse à Abdoumou, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui avait annoncé le dépôt d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Et face au personnel de la primature ce matin, le Premier ministre a également annoncer le début très prochainement des poursuites pour la reddition des comptes. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Je veux rassurer tout le monde. Nous avons entendu parler de motion de censure, faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Et puis cet après-midi, au moment où les membres du bureau de l'Assemblée nationale se réunissaient, le président de la République a, par décret numéro 2024-1880 du 4 septembre 2024, convoqué l'Assemblée nationale en session extraordinaire pour ce jeudi 5 septembre à 10h. L'ordre du jour portera en priorité sur le projet de loi de règlement pour la gestion 2022, la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, connue sous le nom de Convention de Niamey, ainsi que sur le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme. Une déclaration de politique générale sera également faite par le Premier ministre. La session se clôturera dès que l'ensemble des points à l'ordre du jour aura été traité. Et puis, conséquence de cette convocation, la motion de censure annoncée par les députés de l'opposition ne sera pas traitée selon Aïb Dafé, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, joint par Cheikh Diop. On vient de terminer une réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale nous a informé que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'a saisi d'un décret convoquant une session extraordinaire demain 5 septembre à 10h. La session extraordinaire va porter sur des projets de loi qui ont été distribués depuis plusieurs mois aux députés, à savoir le projet de loi portant loi de règlement gestion 2022, le projet de loi portant création d'une commission nationale des droits de l'homme et un projet de loi portant autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière et la déclaration de politique générale. Donc ce sont les informations que le président de l'Assemblée nationale nous a fournies.
Bon, il nous a informé qu'il a été saisi également d'une motion de censure. Maintenant, puisque sur la base des articles 63 et 84 de la Constitution, lorsque le président de la République saisit l'Assemblée nationale, la saisine est de droit et le président de la République a la priorité sur tout le reste. Donc l'Assemblée nationale sera convoquée demain à 10h pour l'ouverture de cette session extraordinaire. Donc qui ne peut dépasser 15 jours et la session sera close dès que l'ordre du jour sera épuisé. Dans l'actualité également, l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye a un nouveau directeur. Après 4 années de service, Cheikh Mbaye Seck passe le témoin à Mokhtar Ly, un professionnel de la santé. Le président du conseil d'administration et par la même occasion maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, invite la population à soutenir la nouvelle direction, espérant ainsi tourner la page des tensions passées. Explication, Mamadou Lamine Fati. L'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye connaît un changement à sa direction. Après 4 années de loyaux services, Cheikh Mbaye Seck cède la place à Mokhtar Ly, qui a été officiellement installé. Et en ma qualité du président du conseil d'administration, je vous déclare le nouveau directeur de l'hôpital Roi Baudouin. Le président du conseil d'administration, Ahmed Aïdara, a exhorté la population à soutenir la nouvelle direction dans ses efforts pour améliorer les services de l'hôpital. En cette occasion solennelle, je lance un appel vibrant à tous les acteurs de l'hôpital, qu'il s'agisse du personnel soignant, des administrateurs ou de nos partenaires, pour travailler dans un esprit de coopération, de solidarité et de complémentarité. C'est en unissant nos forces que nous pourrons offrir un meilleur avenir à cet établissement et garantir à nos concitoyens des soins de santé dignes de ce nom. Lors de son départ, Cheikh Mbaye Seck a dressé le bilan de sa gestion, marqué par des défis et des réalisations notables. Sur le plan social, nous pouvons citer le budget de l'hôpital qui passe à mon arrivée à 1,2 milliard à 2 milliards. La facilitation pour le recrutement de 3 médecins dans la fonction publique et de 2 médecins comme contractuels du ministère. La régularisation au total, c'est la commission SAF qui a régularisé 20 agents. Après, on a signé Khadiba et 4 autres ou ta secrétaire ou autre. Donc, c'est la régularisation de 25 prestataires. L'augmentation de salaire de tous les contractuels de l'hôpital à 20 000 francs. L'augmentation de toutes les indemnités. De son côté, Mokhtar Ly, le nouveau directeur, a exprimé sa gratitude envers le président de la République pour la confiance placée en lui. Il a également présenté ses orientations stratégiques pour le développement de l'hôpital, mettant l'accent sur une amélioration continue des services de santé et une gestion efficace des ressources. L'autre grand chantier auquel j'accorderai une attention particulière sera le rétablissement de l'ordre social en renforçant la communication interne et externe. Je prends ici l'engagement d'associer tous les acteurs à ma gestion, car je reste convaincu qu'ensemble, on est plus fort. Au fil des ans, l'hôpital Roi Baudouin a connu des périodes de turbulence marquées par des tensions entre le personnel de santé et les différentes directions qui se sont succédées. Cependant, avec l'arrivée du nouveau directeur issu du secteur de la santé, beaucoup espèrent voir un climat de sérénité s'installer au sein de l'établissement. Et pendant ce temps, le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires était en visite dans la Petite Côte. Il a visité les quais de pêche de Mbour, Joal et Pointe-Sarène. Et face aux multiples difficultés rencontrées par les acteurs de la pêche, notamment l'érosion côtière, le manque d'assainissement et l'insuffisance d'infrastructures, le ministre s'est engagé à trouver des solutions. Moutagakan et Mamadouba y étaient pour nous. À l'issue de sa tournée, le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires est revenu sur les multiples difficultés que les acteurs ont évoquées. Par exemple, pour le cas de Joal, nous avons vu qu'il y a des problèmes d'assainissement. Également, quand nous sommes arrivés à Pointe-Sarène, nous avons vu l'érosion côtière, l'avancée de la mer. Le quai est presque englouti. Et ici aussi, quand nous sommes venus également, on nous a signalé les problèmes également qu'il y a au niveau des infrastructures qui sont un peu vétustes et qu'il faut effectivement rénover.
nous avons pris bonne note par rapport à tout cela. Également, nous avons eu à parler avec les femmes et pour connaître un peu leurs problèmes, les femmes transformatrices et les marieuses également, qui ont besoin d'être accompagnées par rapport à un certain nombre de situations. L'érosion côtière est en train de gagner du terrain. Le ministre compte s'en ouvrir à qui de droit. L'érosion côtière, je dis que c'est un phénomène assez complexe, dû peut-être au changement climatique et qui n'affecte pas seulement que ces quais. Kafountine et le quai de Kafountine est complètement hors service. Vous allez à Thiaroye aussi, on est en train de vivre un peu la même situation. Nous avons vu Pointe-Sarène, là c'est vraiment la limite. Mais bien sûr, nous avons pris bonne note et le gouvernement est en train d'y travailler. Peut-être nous allons en tout cas porter ce dossier auprès de qui de droit pour essayer de trouver des solutions à cela. Les murs du quai de pêche de Joal qui s'affaissent progressivement inquiètent les acteurs qui craignent l'irréparable. Le ministre, qui a indiqué que ses préoccupations sont notées ailleurs, compte organiser une tournée dans l'étendue du territoire national. Et puis la première conférence sur l'évaluation s'est tenue ce mercredi, une initiative de l'APROMAT, l'association des professeurs de mathématiques du Sénégal, dont l'objectif est de renforcer la formation continue des enseignants. Cette première édition a été axée sur 2 thèmes, l'évaluation en tant que cadre théorique et la création d'exercices pour des situations complexes. Explication, Khadija Diouf. C'est la première édition de la conférence nationale sur l'évaluation organisée par l'Association des professeurs de mathématiques du Sénégal. Cette initiative vise à assurer la formation continue des professeurs de mathématiques. Il était important de revenir sur la formation continue des professeurs de mathématiques. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, la FASTEF qui abrite cette formation est la mère des écoles de formation du Sénégal. Et donc, dès que les professeurs sortent, généralement, ils souffrent d'une formation continue. Parce qu'il n'y a pas d'inspecteur de spécialité à nombre suffisant dans le système. Aujourd'hui, cette formation de continu qui devait être assurée par ces inspecteurs de spécialité, en tout cas, souffre au niveau de l'intérieur du pays. Et donc, pour nous, en tant qu'association, on ne devait pas croiser les bras. Il fallait quand même que nous puissions faire quelque chose pour au moins accompagner les collègues à mieux s'armer de connaissances, véritablement des nouvelles connaissances évaluatives. La journée de la conférence a tourné autour de 2 thèmes principaux. Le professeur Moustapha Sokhna, représentant le ministre de l'Éducation nationale, revient sur leur importance. Cette session est d'autant plus importante que le thème qui est pris, c'est un thème sur l'évaluation. Qui connaît bien l'évaluation, c'est un outil non seulement de formation pour nous qui sommes des formateurs, mais c'est également un outil d'auto-formation pour les enseignants. C'est pourquoi nous avons considéré que c'est un thème qui est extrêmement important. Les inspecteurs généraux de l'éducation de la formation sont ici présents, mais également des formateurs du département de mathématiques, le chef du département de psychopédagogie sont tous présents pour prendre en charge ces questions-là et discuter avec les collègues, aussi bien au niveau des éléments de recherche que des éléments de formation. Il a ainsi insisté sur la valorisation des matières scientifiques qui nécessitent beaucoup d'innovation. Le faire à l'élémentaire, c'est dire également à ces enseignants de l'élémentaire qu'ils soient capables d'interroger les disciplines scientifiques. Si l'instituteur ne peut pas interroger la discipline scientifique qu'il enseigne, il va sans dire que l'élève qui est dans sa classe pourrait avoir des difficultés. Et si les éléments de base ne sont pas réunis, cet élève-là, demain en classe de 6e, pourrait avoir des difficultés. Et par conséquent, le travail, ça doit faire au niveau du fondamental, ce qu'on appelle le cycle fondamental au Sénégal, c'est l'élémentaire et le collège. Si ce travail-là fait au niveau cycle fondamental, on peut espérer au niveau du lycée que nous ayons de très bons élèves et ces élèves-là pourraient continuer. Donc ce travail qui doit être fait à la base. N'oublions pas qu'il y a un travail fondamental qu'il faut faire avec les instituteurs dans les classes pour l'enseignement des mathématiques. Et c'est ça, c'est souvent négligé. Les professeurs de mathématiques réunis autour de la FASTEF, dont le slogan est « Former pour mieux éduquer », comptent à travers l'APROMAT miser sur la formation continue afin de changer les méthodes pédagogiques, permettant ainsi à chaque élève de montrer pleinement ses capacités. Merci. Et puis le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré le président
directeur général du groupe UBA, président de la fondation Tony Elemoulou lui-même. Et lors de cette entrevue, l'homme d'affaires a félicité le président pour son élection et a réaffirmé l'engagement de son groupe à accompagner le Sénégal dans sa transformation économique. Il a également insisté sur l'importance des secteurs stratégiques comme l'énergie et l'autonomisation des chaînes. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu à la tête d'une délégation de la banque UBA. Nous sommes d'abord venus féliciter M. le Président de la République pour sa brillante élection. En second lieu, nous sommes venus pour exprimer notre fierté en tant que groupe UBA de voir que nous avons un client de longue date à la tête de ce grand pays et nous lui avons dit que nous voulons travailler avec son gouvernement pour aider au développement économique de cette grande nation qu'est le Sénégal. Nous considérons le Sénégal comme une deuxième patrie pour le groupe UBA, avec en plus un client de longue date qui est maintenant le président de cette grande nation. Nous voulons redoubler d'efforts pour aider ce pays à décoller. Alors, Monsieur le Président a exprimé également plusieurs idées en matière de transformation économique et nous voulons l'accompagner dans cet effort. Nous lui avons dit qu'il peut compter sur le groupe UBA pour le soutenir. Le Président, à son tour, nous a remercié de notre soutien à la Société africaine de raffinage et je lui ai dit que nous allons faire encore davantage en matière de soutien dans le secteur pétrolier. J'ai également dit à Monsieur le Président de la République qu'en tant que leader aimé et admiré non seulement par les jeunes Sénégalais, mais par la jeunesse africaine dans son ensemble, la Fondation Tony Elemoulou est fière et contente de pouvoir l'accompagner. En perspective des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026, une convention tripartite a été signée entre le ministère du Tourisme, les professionnels du secteur et le comité d'organisation. L'objectif est de mobiliser et mettre à contribution à toutes les ressources nécessaires pour relever le défi de l'organisation de cet événement mondial. Mohamedou Moustapha Thioune, secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, s'en explique au micro de Babacar Seck. C'est un énorme challenge pour le Sénégal de réussir l'organisation de cet événement mondial d'une exigence sans commune mesure. D'ailleurs, vous conviendrez avec moi que les grands défis liés à l'organisation d'événements internationaux de cette envergure sont, entre autres, l'accueil, l'hébergement, les infrastructures, la sécurité, bref, la qualité des services et leur conformité aux standards internationaux. Je voudrais vous rassurer que les volets relevant du secteur du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, donc tous ces volets-là, tout sera mis en œuvre dans ces volets-là pour offrir un séjour de qualité à tous les profils de participants avec des expériences riches et variées. Les JOJ représentent en chiffre 35 disciplines sportives pour près de 3000 athlètes, des dizaines de milliers de participants répartis entre officiels du comité d'organisation, du comité international olympique, spectateurs, accompagnants étrangers, professionnels de la presse, entre autres. Dans la perspective d'une organisation optimale de cet événement, les services compétents du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, en relation avec le comité d'organisation des JOJ, ont participé activement à l'animation du village Sénégal en marge des Jeux olympiques de Paris. Et puis direction à présent Tivavone, et c'est pour retrouver un de nos envoyés spéciaux, Aliou Sow, qui est là-bas. Aliou Sow, bonsoir. Quelle est l'ambiance à quelques minutes de l'ouverture de la première Bourda? Bonsoir Aïssa Tandiat et bienvenue à Tivavone. Comme vous l'aviez dit, 122e édition du Gamou de Tivavone, plus que quelques heures pour le démarrage du Bourde. Présentement, nous sommes au Zawiya Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy et les fidèles commencent à venir pour assister à cette grande cérémonie. Cette année, le thème retenu
par la commission culturelle du Gamou et j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs. Mais cette année aussi, il y a une particularité qui est la remise des clés de la grande mosquée de Tivaouane, prévue le 14 septembre 2024, date aussi de l'anniversaire du rappel à Dieu de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Mais selon le comité de pilotage plus connu sous le nom de Jama'atoul Nour Sunniya, cette remise des clés ne sera ni une cérémonie publique ni un événement de grande envergure pour eux. Ce sera juste une remise symbolique entre eux et le khalife général des Tidjanes. Mais il faut retenir pour l'instant que beaucoup de fidèles sont à Tivaouane, que ce soit aux Zawiya Seydi El Hadji Malick Sy où je me trouve, ou bien aux Zawiya Cheikh Seydi Aboubacar Sy. Et là aussi, il y a des fidèles. Plusieurs personnes ont même passé la prière de 17 heures attendant le début du bourd. Merci beaucoup Aliou Sow. La première bourda qui démarre à 21h et dans l'après-midi déjà, vers 17h, plusieurs pèlerins étaient déjà sur place. Ils sont venus de partout du pays et disent vouloir avoir une place à l'intérieur de la mosquée et effectuer leur ziara. Aliou Sow a recueilli leurs avis. Je suis venu tôt pour faire d'abord la ziara. Ensuite, je vais me rendre à la mosquée pour avoir une bonne place. Nous, habitants de Tivaouane, ce n'est pas nouveau pour nous. C'est l'anniversaire du prophète. Donc c'est pourquoi nous sommes très contents d'être là si tôt. Je rends grâce à Dieu. Je remercie aussi Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, l'initiateur du Gamou. Nous prions aussi pour le khalife général, qu'Allah lui donne longue vie et qu'il inaugure la mosquée. Merci beaucoup Aliou Sow. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur remedia.sn. Bonne suite des programmes.